le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir porte sur comment rendre viables et efficaces les radios communautaires du Niger. La charte des radios communautaires du Niger définit la mission de la radio communautaire en une radio de proximité. Elle est animée et gérée par des personnes issues du terroir où elle est implantée. Ces émissions sont réalisées et diffusées dans les langues du terroir. Elles sensibilisent, éduquent et divertissent la population de son bassin d'écoute. Aussi, la radio communautaire ou associative fonde ses programmes sur les besoins et les aspirations de la communauté en tenant compte du cahier des charges édicté par le Conseil supérieur de la communication et des politiques de développement, selon toujours donc la charte des radios communautaires du Niger. À ce jour, le Niger compte combien de radios communautaires fonctionnelles? Quelles sont les principales difficultés auxquelles font face ces radios communautaires? Comment rendre efficaces et viables ces radios communautaires au Niger? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité Monsieur Moussa Hassan, il est secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires du Niger. Monsieur Moussa Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et également avec nous dans ce studio, Ali Ousseini Santalma, conseiller technique du ministère de la Communication du Niger. Monsieur Ali Ousseini, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à tous dans ce forum sur les radios communautaires du Niger. Un peu d'historique pour commencer, dans le but d'aider les populations rurales à accéder à la communication et à l'information. Le ministère de la Communication du Niger a institué par arrêté numéro 233 /MCC-JS du 30 novembre 1999 un comité paritaire de pilotage de l'initiative de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers des réseaux de radio de proximité CPRP. C'est ce comité qui a piloté le projet de mise en œuvre des radios communautaires ou radios rurales Ruranet, projet financé par le PNUD, ACMAD et l'ASNV. Entre l'année 1999 et celle de 2000, les premières radios communautaires furent installées au Niger, notamment celle de Bankilare, dans la région de Tillabéri, en décembre 1999. Celle de Tchintabaraden, région de Tawa, en mai 2000, celle d'Aderbisnat, région d'Agadez, en août 2000, etc. Pour commencer, je commence avec vous, M. Ali Ousseini Santalma, conseiller technique du ministère de la Communication. Et quel est l'apport du ministère, justement, de la Communication dans la création, l'accompagnement et le développement de ces radios communautaires au Niger? Merci, Alassane, de convier le ministère de la Communication qui a en charge la politique de la communication de l'État du Niger. Donc c'est à ce titre que nous représentons l'institution de l'État du Niger qui est le ministère de la Communication. Et vous-même, vous l'avez bien dit, c'est à la faveur de l'ouverture démocratique du paysage audiovisuel que les radios privées et les télévisions privées ainsi que les radios communautaires ont vu le jour au Niger. Et ça, c'est l'ordonnance de 1993 qui ouvre et qui consacre la liberté de la communication au Niger, qui nous a permis d'avoir la pluralité de ces organes, dont les radios communautaires qui sont le plat de résistance aujourd'hui, donc à l'ordre du jour. Alors, je tiens à relever qu'avant la radio de Bankilare, il y a eu la radio de Keta. Ok, Keta. Oui. Alors, la région de Tawa. La région de Tawa, vous savez, il y a eu un très grand projet Keta, dont les mérites ont été beaucoup vantés. Donc, Keta a bénéficié de sa première radio rurale, qu'on a appelée Radio Rurale de Keta. Elle a été mise en place en 1998 par le programme de développement rural ADER d'Outi Magia, PDR ADM, appelé communément le projet Keta. Historiquement, c'est la première radio rurale. Au Niger.
on peut l'appeler communautaire si on veut, j'en conviens avec vous, elle a été suivie par l'installation en 1999 à Bankilare de la Radio Gomni, qui est l'aînée des radios communautaires de la nouvelle génération. On peut dire que la radio Gomni de Bankilare est la première radio communautaire. Mais il y a eu avant elle donc la radio de Keita. Et depuis, il y a eu une centaine de stations de radio communautaires dans les 8 régions qui composent notre pays. Et c'est ça, j'ai cité entre autres quelques-unes d'entre elles, notamment Bankilare et à Chintabaraden, à Derbisnat et Belbéji et autres. Tout à fait. Voilà. Donc, comme vous l'avez aussi mentionné, au début de ce mouvement, il y avait le projet de mise en œuvre des radios communautaires ou rurales qui étaient financées par le PNUD, par l'ACMAD et la SNV. Donc, c'était le consortium de ces 3 organisations qui, dans un premier temps, pilotent le projet de radio communautaire. Donc, ce projet lui-même piloté par le comité paritaire de pilotage des radios communautaires CPRP, comme vous l'avez dit, qui a été institué par l'arrêté 233 du ministère en charge de la communication qui date du 30 novembre 1999 dans le but d'aider les populations rurales à accéder à la communication et à l'information. Donc, le ministère de la Communication, en tant que représentant de l'État, a mis en place le comité de pilotage. Maintenant, les bailleurs vont amener les moyens pour mettre en œuvre les radios communautaires. Et depuis lors, la prolifération, entre guillemets, ou on va dire le développement de ces radios communautaires s'est poursuivi. De 8, 9 à ses débuts. Aujourd'hui, nous sommes à une centaine et nous allons justement demander à M. Moussa Hassan, qui est le secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires du Niger, de nous dire quel est le nombre aujourd'hui total des radios communautaires qui existent au Niger et surtout celles qui sont opérationnelles. Merci, M. Alassane. Je m'en vais directement répondre à votre question comme vous l'avez souhaité. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 184 radios communautaires au Niger. Fonctionnelles. Fonctionnelles, on va revenir. On va revenir, mais 184 radios communautaires. Voilà, nous avons mené une étude d'état de lieu des radios communautaires à partir de 2016 qui nous a donné une situation de 34 radios non fonctionnelles. Sur les 184. Sur les 184. Nous avons tenté de renforcer parce qu'il y avait d'autres qu'on ne pouvait pas totalement réhabiliter puisque nos moyens ne pouvaient pas nous permettre de les réhabiliter. Mais nous, on a pu réhabiliter au moins 12 radios avec tous les matériels complets et on a renforcé 25, non pas parmi les non fonctionnels, mais parmi d'autres radios qui sont déjà fonctionnelles, mais qui manquent un certain nombre de matériels, de petits matériels, soit les panneaux, soit les batteries. C'est ce que l'organisation fêtière peut faire. Alors, si on fait le calcul, vous avez dit que l'audit que vous avez fait, l'évaluation que vous faites, vous avez donné 184 radios communautaires sur l'ensemble du territoire national et dont 34 non fonctionnels. Si on soustrait ces 34, donc on a à peu près 150 radios. 12, nous avons réhabilité 12, donc ça veut dire qu'il y avait 22. En ce moment, il ne reste que 22 sur les 34. Okay. Mais comment la situation a évolué aujourd'hui? De 2016, parce que vous avez parlé de 2016. Nous sommes en train d'actualiser, surtout que même le répertoire, nous l'avons de manière nous avons ça en électronique et nous sommes en train d'actualiser. Le répertoire des radios communautaires que nous-mêmes, nous avons participé à son élaboration avec le Conseil supérieur de la communication et aussi avec l'appui du PNUD. Alors, pour aller, quelle est l'importance d'une radio communautaire pour un pays de façon générale et pour une communauté ou pour une localité en particulier? Aujourd'hui, en fait, l'importance des radios communautaires n'est plus à démontrer. Même pas nous, en tant qu'agents des radios qui travaillent, on l'entend dans les bouches de tous les partenaires, des représentants même de l'État. Les autorités le disent chaque matin. Et je me rappelle récemment, le préfet de Meyaï avait donné un témoignage de satisfaction pour service rendu à la radio Meyaï. Ça, c'est important, c'est capital. Et vous savez que depuis que ces radios communautaires ont été implantées
aujourd'hui, les conflits communautaires ont diminué. Ça, c'est primo. Beaucoup de maladies ont été éradiquées. Le fait de Guinée, on n'en parle pas. C'est avec la contribution des radios communautaires. Qui passent des messages de sensibilisation. Des messages de sensibilisation et c'est local. C'est comme on l'a dit, dans la création des radios communautaires, c'est les langues locales qui sont parlées. Et c'est des agents qui sont recrutés issus de la communauté qui savent quelle approche il faut pour amener les communautés à accepter une situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, la fréquentation, par exemple, des centres de santé, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème parce que nous avons contribué à la sensibilisation. L'accouchement assisté dans les centres de santé, les radios communautaires ont contribué à l'information sur les des communautés pour les amener à accepter. Parce qu'avant, c'était peut-être une petite honte pour la femme d'être assistée par un major ou bien une sage-femme. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas assez de problèmes par rapport à ça. Et vous voyez l'inscription, par exemple, des enfants à l'école. Notamment la jeune fille. Notamment la jeune fille, mais maintenant, nous, on est confrontés à une autre difficulté, bien qu'on n'est pas arrivé au niveau des difficultés, c'est le maintien. Maintenant, tous les parents savent qu'il est important d'inscrire l'enfant à l'école pour qu'il puisse préparer aussi son avenir. Si aujourd'hui je n'ai pas été à l'école, je n'allais pas participer à un débat en français, j'allais peut-être participer à un débat en langue nationale. Donc, en fait, l'importance de ces radios n'est plus à démontrer. Et c'est les communautés qui sont fières que c'est leur outil. D'abord, c'est une association qui a créé, qui a demandé la création de la radio communautaire. Et ensuite, c'est les communautés qui ont été impliquées dans l'élaboration des grilles des programmes des radios. Donc, c'est ces communautés, la population qui dit à telle heure, nous voulons telle émission qui concerne les femmes. Et ça, c'est un facteur de réussite parce que beaucoup de gens disent que quand une communauté n'est pas impliquée dans la recherche des solutions à ces problèmes, souvent ces solutions ne peuvent pas être viables. Mais quand elle est associée à la recherche déjà des difficultés, des raisons de ces difficultés et des solutions, et les gens se sentent concernés. C'est le paysan qui parle au paysan. Ton parent, et tu le sais, c'est un sage du village. Ce sur quoi il est en train de te parler, tu vas être vite convaincu de ça. Et les spécialistes, parce que nous faisons très attention au niveau des radios communautaires. Par exemple, quand je vais parler de santé, j'invite l'agent de santé. Quand je vais parler d'agriculture, c'est l'agent d'agriculture. S'il y a l'agent d'environnement. Et donc, c'est vraiment un service public qui est fait au profit des communautés rurales. Monsieur Ali Ousseini, Sontalma, de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la nécessité de l'existence de radios communautaires dans des pays comme les nôtres? Alors, vous voyez déjà la radio elle-même en tant que média. La radio, d'abord, tout court. C'est le média roi en Afrique. C'est-à-dire, l'avantage de la radio par rapport aux autres médias, c'est un média qui est très souple et qui s'adapte au contexte africain. Alors, dans le cas des radios communautaires, c'est une évidence que la radio communautaire appartient, comme Moussa l'a bien souligné, aux communautés de base. C'est un outil de communication de proximité. C'est-à-dire, l'enseignant du village qui est respecté, il peut sensibiliser mieux sur la question de l'éducation. L'agent de santé peut mieux parler de la santé. L'agent de l'élevage peut mieux parler de l'élevage, etc., etc. Donc, ceux qui vivent avec eux leur parlent et eux-mêmes posent des questions. Donc, et cet organe d'information leur appartient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui leur vient d'en haut. Ils parlent de chez eux et ils reviennent chez eux. Alors, je tiens à préciser qu'au début de la lancée des radios communautaires, l'objectif était de faire une commune, une radio. C'était ça l'objectif. On avait à peu près à l'époque 265 communes. C'est essaimer l'ensemble du territoire nigérien et Dieu seul sait qu'il est vaste. Donc, que chaque commune puisse disposer d'une radio communautaire. On n'est pas arrivé, c'est un objectif. J'ose espérer qu'on y arrivera. Mais Moussa aussi l'a dit plus haut, même les radios qui existent, comme il l'a dit, selon le répertoire, le dernier qui a été fait, il y a 184 radios communautaires. Donc, même si toutes ne sont pas encore fonctionnelles, il s'est longuement étendu là-dessus. Dieu merci, nous avons dans le paysage audiovisuel nigérien
le plus grand paquet de radios communautaires. On dépasse la plupart des pays du point de vue des radios communautaires. Donc, elles ont un rôle, c'est évident, elles sont utiles, c'est sûr, et il faut continuer à créer d'autres radios communautaires pour sensibiliser les populations, pour parler du développement, pour parler de la santé, pour parler des épidémies, pour parler de la propriété, de l'eau, les problèmes de tous les jours et qui concernent les communautés. Alors, M. Moussa Hassan, normalement, chaque radio communautaire a un cahier de charges que le CIC lui assigne. Est-ce que ce cahier de charges est commun à toutes les radios communautaires ou chaque radio communautaire a son propre cahier de charges? Chaque radio communautaire a signé son cahier de charges à partir d'une mission que le Conseil supérieur de la communication a dépêché pour cela. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est en fait, c'est des médias qui sont là et il faut amener ceux qui gèrent ces médias-là à respecter les engagements lors de la demande d'autorisation, d'abord pour exercer en tant que média, mais aussi le fait que je vais rappeler que ce sont des associations qui gèrent et qui ont aussi un certain nombre de lois qui régissent les associations au Niger qu'il faut aussi respecter et faire en sorte que la radio, comme on l'a dit dans sa création, soit un outil de la population et qui contribue pour en fait l'émancipation de le développement de cette communauté-là. Donc en grosso modo, il y a des engagements vis-à-vis de la production que les radios doivent respecter. D'abord, j'ai dit que la grille émane de la population, c'est elle qui propose. Donc, on fait en sorte que les émissions, presque 80% des émissions des radios sont des émissions de développement. Au début, on ne faisait pas de publicité, mais il y a une loi et des décisions qui sont en train d'être prises au niveau du Conseil supérieur de la communication pour que les radios communautaires aussi puissent bénéficier des publicités et puis pouvoir les diffuser et avoir un peu d'argent. Mais quand on prend au niveau des cahiers de charges, effectivement, c'était un peu lourd, puisque c'est préparé au niveau du Conseil supérieur de la communication, c'est amené au niveau de la radio. Et nous, on a réfléchi par rapport à ça. On a dit, nous, en tant que radio, on doit se définir une charte, comme tu l'as dit dans ton introduction. On s'est défini une charte pour dire la radio communautaire, là, elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire, avec qui elle doit le faire. Ça, c'est à partir de... Est-ce qu'on peut avoir une idée de date? C'est à partir de 2016 que nous avons élaboré la charte des radios communautaires. Et je me souviens, à ce moment, c'était Ali Ousseini, le premier vice-président du Conseil supérieur de la communication. On a remis officiellement cette charte au ministère de la Communication. Et le ministère a remis au Conseil supérieur de la communication pour en tenir compte dans la régulation en fait, de ces médias de proximité-là. Et c'est des radios que, Dieu merci, n'ont causé aucun problème. Je l'ai dit, Dieu merci, chaque fois je le dis. Alors qu'il y a un respect, en tout cas, malgré tout, un respect rigoureux du cahier des charges. Du cahier des charges des radios communautaires. Alors, qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est autorisé pour les radios communautaires, justement, si on va dans les détails? En fait, il y a cette question d'information dont on parle. Et il y a certaines informations qui ne sont pas traitées au niveau des radios. Parce que d'abord, l'association qui crée la radio est apolitique à but non lucratif. Donc, nous, on ne fait pas de politique. La seule chose politique qu'on peut faire, c'est amener le citoyen à comprendre qu'il a droit à se présenter. C'est les droits citoyens. Ça, c'est un peu politique. Mais sinon, parler d'un parti politique, faire même des communiqués pour dire que tel parti vous invite à vous mobiliser, on l'évite. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure que c'est un fils du terroir qui est engagé comme animateur au niveau de la radio. Il ne veut pas avoir une chemise, une certaine coloration politique. Il ne veut pas l'avoir parce qu'il veut que quand il parle, tout le monde puisse l'écouter. Donc pour ça, on ne fait pas les communiqués pour qu'un tel parti ne puisse pas dire « Ah, quand vous faisiez le communiqué d'un tel parti, vous avez mieux flatté que moi » ou quelque chose comme ça. Donc pas de politique. Ça fait partie des interdits. Des interdits au niveau de... Et aussi, comme je l'ai dit, l'information en tant que telle. Mais on donne une information locale où quand le ministre va venir, par exemple, de la communication, on dit aux populations que le ministre de la communication il vient d'arriver à Simiri et voilà ce qu'il a dit. Et on peut ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est important que l'autorité
sa voix puisse être entendue par les communautés rurales. Donc, aussi les publicités, comme je l'ai dit, c'est jusqu'à présent, on attend d'abord la décision du Conseil supérieur de la communication pour en faire. Et c'est des choses qu'on ne fait pas. Pas d'information, mais souvent, il y a à travers certains partenariats, des informations passent, ça, il n'y a pas de problème. Mais on dit que toute émission est informative aussi. Donc, c'est cette façon, on peut le comprendre. Mais, vous savez, comme ce ne sont pas des animateurs qui ont suivi une formation à l'IFTIC pour être des journalistes professionnels, donner de l'information qui peuvent faire attention. C'est vrai, nous avons à un moment souhaité que au moins on puisse nous permettre d'avoir 9 mois à l'IFTIC pour avoir un peu de bagages organisés pour pouvoir faire ces informations-là. Mais nous, on évite. Quand on dit que la loi interdit ça, on ne fait pas. Monsieur Ali Husseini Santalma, un commentaire sur par exemple, le respect ou un peu ces différents interdits pour la radio communautaire. D'accord. Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est les radios communautaires, lorsqu'elles ont vu le jour, elles ont commencé à diffuser sans avoir signé de cahier de charge. Donc, je vous ai dit, c'est la première, c'est Bankilare, 98. Il a fallu attendre 2014 pour voir la signature entre l'organe de régulation qui est le CSC et les différentes radios communautaires. Vous voyez? Donc, tout ce temps s'est écoulé sans que les radios communautaires n'aient pu signer le cahier de charge. Elles ont quand même existé, elles ont fonctionné. Et elles ont rendu service. Elles ont rendu d'éminents services, il faut le dire. Puis, il y a eu la charte, comme l'a souligné. Qui est intervenue en 2016. Qui est intervenue en 2016. Donc, le Conseil supérieur de la communication a voulu seulement faire respecter une des dispositions de la loi qui impose le respect du cahier de charge. Donc, depuis, j'ai le souvenir quand la mission a été lancée par le CSC en 2014, une centaine de radios communautaires à l'époque avaient signé, 104 exactement avaient signé en 2014 les cahiers de charge. Certainement que ça a dû évoluer. Et le cahier de charge n'est rien d'autre qu'une convention. Donc c'est une entente entre les promoteurs de la radio en question et l'organe de régulation. Donc, on précise les droits, les obligations et les devoirs. Ce que la radio peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et on définit, c'est une simple convention, comme diraient les juristes. C'est une entente entre le régulateur et les promoteurs de la radio. Et à ma connaissance, jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème du point de vue du respect des cahiers de charges, puisqu'elles existaient sans cahier de charges. Maintenant qu'il y a eu les cahiers de charges, elles ont régularisé leur situation et les choses se sont bien passées. Ça, c'est un exemple de réussite et de discipline extraordinaire. Absolument. Et je vais même aller au-delà. Vous voyez, lorsque la mission là, a été lancée, j'étais au Conseil supérieur de la communication. Nous avons pu dénombrer 17 radios communautaires qui existaient, qui diffusaient, qui travaillaient, qui rendaient beaucoup de services, mais qui n'avaient pas d'autorisation du Conseil supérieur de la communication. Et parmi ces 17, lorsqu'on s'est rendu compte, après la mission du Conseil supérieur de la communication, mais le bon sens a voulu, et surtout l'arsenal juridique, parce qu'on dit c'est la liberté qui prime, c'est la pluralité qui est la règle. Le Conseil supérieur de la communication a légalisé l'existence de ces 17 radios qui n'avaient pas d'autorisation. Parce que si elles diffusent, c'est que ça répond à un besoin, le besoin de la communauté. Donc, il suffit juste de régulariser. Nous avons régularisé. Et donc, les choses se passent plus ou moins bien. Et vraiment, je tire chapeau aux radios communautaires. On en parlera bien sûr, plus loin. Nous en sommes, oui. On en parlera plus loin. Mais vous voyez,
c'est difficile aujourd'hui de faire fonctionner un organe d'information comme les radios communautaires sur la base du volontariat. Vraiment, c'est des gros artisans du volontariat. On verra les limites de cette dynamique. Voilà ce que je tenais bien à sûr, dire. et nous arrivons justement à cette partie, mais avant de rentrer un peu en détail dans les difficultés que vivent ces radios, je m'en vais vous demander, M. Moussa Hassan, secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires, quelles sont les sources de financement de ces radios communautaires? En fait, moi, je ne peux pas dire qu'il y a assez de sources de financement des radios communautaires, mais je vais rappeler ce que je sais. Ce que je sais, c'est que au tout début, les communautés ont beaucoup contribué au fonctionnement de ces radios. Parce que c'est une radio qui leur appartient. Voilà, il y a des cotisations qui se faisaient au niveau des membres même de l'association et au niveau des auditeurs pour faire fonctionner cette radio. Mais aussi, parmi les sources, avant, on faisait des concerts des auditeurs qu'aujourd'hui, on a perdu avec l'avènement des sociétés de téléphonie. Avant, c'était les cartes, on envoyait et les gens achetaient, les auditeurs achetaient, on revendait. Très facilement, vous pouvez vous retrouver avec 100, 120 000 le mois, rien que sur les cartes d'auditeurs. Donc, ceci a été stoppé par les sociétés de téléphonie. On va en revenir aussi par rapport aux sources. Donc, et il y a des petites prestations qui se font avec les partenaires au développement qui pour faire passer des messages de sensibilisation sur la santé, sur l'éducation et autres. Mais c'est là où, en fait, je m'en vais faire un appel à ces partenaires de revoir, en fait, cette façon de travailler avec les radios. D'abord, pourquoi tu peux aller trouver une radio communautaire, diffuser un message de mobilisation sociale à 36 000, alors qu'une radio privée qui est à Niamey, on l'a payé 210 000 pour faire la mobilisation. Alors que ceux qui doivent être mobilisés, il y a un grand écart, et ceux qui doivent être mobilisés, c'est les populations rurales. À Niamey, ceux qui vivent à Niamey savent beaucoup plus l'importance d'une vaccination, peut-être, que celui qui est en campagne, qui n'a pas assez d'informations. C'est la radio qui a commencé à le mobiliser, à l'amener, à accepter cette vaccination. Et c'est une situation générale pour toutes les radios communautaires. Pour toutes les radios communautaires. Et c'est des situations qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à subvenir aux dépenses de souveraineté au niveau de la radio. Alors, en dehors de ces deux aspects que vous avez cités, qu'en est-il de la contribution de l'État? La contribution de l'État, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, nous le souhaitons. On est allé vers le ministère de la Communication, vers le Conseil supérieur de la Communication. Ce qu'il faut féliciter ici, c'est qu'ils nous ont d'abord accueillis à bras ouverts. Ils ont accepté que les radios contribuent aujourd'hui à la sensibilisation des communautés pour un développement durable. Et là, comment faire en sorte que ces radios puissent bénéficier des fonds? Nous sommes derrière un avant-projet de loi sur le statut et financement des radios communautaires et qui est déjà dans les mains du ministère de la Communication, et je peux dire même des mains du gouvernement parce que c'est loin. Au niveau des communes, c'est là où le bas blesse un peu parce qu'il y a des petites conventions. Nous avons en tout cas échangé avec beaucoup de maires. Vous voulez dire les mairies? Les mairies, pour les amener à signer des conventions de partenariat avec la radio. Et qui peuvent feront en sorte que ils font des subventions. Des fonds puissent des subventions annuelles de 250 000, 300 000, ça dépend de la zone. Mais quelque part, tu trouves que la mairie a enregistré cette dépense. Non, pas de dépense, à enregistrer cette ligne, mais qui n'est jamais octroyée à la radio. Alors que la radio contribue à la mobilisation des ressources internes pour la mairie. Alors, monsieur Ali Ousseini, certainement conseiller technique du ministre de la Communication du ministère. Voilà. Quel commentaire par rapport à la participation justement de l'État? Vous avez reconnu, en tout cas ensemble nous avons vu l'importance des radios communautaires dans le sillage médiatique du Niger pour les services qu'elles rendent. Alors, qu'en est-il de la participation de l'État dans le financement de ces radios communautaires? Alors, merci de poser cette question. Comme Moussa vous l'a souligné, les recettes générées par les radios communautaires elles-mêmes d'abord,
il y a les cotisations des membres, elles sont assez faibles. Il y a les communiqués payants, mais malheureusement, avec l'avènement des compagnies de téléphonie cellulaire, elles sont devenues des concurrentes de ces radios. Donc, elles ont tué le peu que les radios communautaires arrivaient à gagner. Mais, pour être franc, c'est les partenaires, comme je vous l'ai dit, qui ont aidé à créer ces radios communautaires. C'est les partenaires qui avaient financé dans un premier temps les radios communautaires. Lorsque ces partenaires se sont retirés, c'est la finalité des projets. Donc, les radios communautaires sont retrouvées exsangues, sans ressources. Malheureusement, l'État qui dégage chaque année une enveloppe destinée au fonds d'aide à la presse privée. Donc, cette aide ne concerne pas pour l'instant encore les radios communautaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée de peut-être du pourquoi? Alors, est-ce qu'on pensait qu'on ne considérait pas ces radios comme un média ou... Non, ce n'est pas qu'on ne considère pas. C'est l'État en appuyant les radios et les télévisions privées commerciales au nom du service et du droit à l'information qu'elle amène aux citoyens de ce pays, l'État a estimé nécessaire d'appuyer les radios et les télévisions privées. Mais l'État n'a pas encore jugé nécessaire de dégager un montant pour les radios communautaires. À juste titre, l'État se doit d'aider, parce qu'il a institué l'arrêté, on l'a vu, l'État se doit d'accompagner les radios communautaires. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, l'État ne finance pas les radios communautaires. Il sensibilise les partenaires à le faire, mais lui, pour l'instant, pas encore. Donc, il faut songer, à mon avis, à trouver des mécanismes qui pourraient permettre aux radios communautaires de générer par elles-mêmes des ressources. Je pense que c'est cela qui est le plus important. Et vous voyez, jusqu'ici, Moussa vous l'a dit plus haut, il était interdit aux radios communautaires de faire de l'information au sens qu'on entend fait par les radios privées et les radios communautaires. Il faut autoriser les radios communautaires à faire de la publicité. Parce que vous savez, la publicité, c'est ça qui finance les médias. Alors nous allons, monsieur le conseiller, sans vous interrompre, excusez-moi de vous interrompre justement, nous allons lui demander à Moussa Hassan de nous détailler un peu les principales difficultés. Ensuite, nous allons venir un peu à ce qu'il faut faire. Monsieur Moussa Hassan, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que vivent ces radios communautaires? On a vu déjà ces volets du financement, en tout cas, qui reste encore à... où il reste beaucoup de choses à faire. Difficultés, il y en a, vous avez commencé même à l'effleurer. Aujourd'hui, une entreprise de presse ne peut pas fonctionner sans moyens financiers d'abord. Sauf que là, ce n'est pas une entreprise de presse parce que c'est un but non lucratif. J'arrive, c'est un but non lucratif, c'est une entreprise, c'est quelque part des moyens qu'il faut pour le matériel, pour mieux faire son travail. Et je m'en vais dire qu'au niveau des difficultés, comme vous le voulez, je vais le dire, c'est d'abord le matériel. Le matériel. Tout de suite, nous avons dit que sur les 184 radios, en 2016, quand nous avons mené l'étude, il y a 34 qui n'étaient pas du tout fonctionnels et qu'il fallait faire en sorte que ces radios-là soient fonctionnelles. Et à part ça, il y a ces problèmes de formation qui se posent au niveau des radios. Nous avons souhaité avoir au moins une bourse, ou bien même s'il faut payer pour 50% pour permettre aux gens d'aller au niveau de... Avoir un bain de... Voilà, puisque avec les partenaires, nous le faisons. Nous avons pu élaborer, nous, aujourd'hui, un guide de gestion d'une radio communautaire qui est en train d'être vulgarisé auprès des partenaires. Si nous comprenons, Moussa Hassan, il y a ce volet, il y a le volet matériel, il y a le manque de formation, manque de ressources financières. C'est parce que c'est ce qui nous a amené à aller vers cet avant-projet de loi pour le financement des radios. Et aussi, il faut exempter les radios communautaires de taxes. Regarde, c'est-à-dire que les radios communautaires payent des taxes. Nous sommes en train de payer des taxes. Hier, avant-hier, j'étais au ministère de la Communication pour informer le ministère, mais ce n'était pas officiel parce que je n'avais pas écrit. On est en train de préparer la lettre. Et c'est une facture de 125 000. On vous prend TVA 19% et on vous prend BIC 5%.
Puisque nous ne voulons pas faire des NIF parce qu'on pense que c'est une association qui est là et ce n'est pas à but lucratif et on n'a pas le droit de faire. On enregistre le contrat, si c'est un contrat, au niveau de la DGI. Et l'enregistrement du contrat, ça fait au moins 17 000 peut-être. Hein? Quand ça dépend du fond, de l'argent. Tout ça, c'est des difficultés. On doit exempter les radios communautaires de taxes. Parce que nous faisons un service public pour lequel on n'est même pas appuyé. On cherche des financements avec les autres partenaires, mais aussi les partenaires aussi, en termes de difficultés, j'ai dit tout de suite que pour des frais de mobilisation, 36 000 pour une radio communautaire et 210 000 pour une radio privée. Alors ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. L'autre difficulté aussi, souvent on dit qu'au niveau, vous avez parlé de formation, mais souvent les agents qui travaillent dans les radios communautaires, étant donné que c'est du volontariat, beaucoup d'entre eux partent après quelques temps. Je vais en arriver là. Oui, il faut en arriver parce que nous avons pris beaucoup de temps. Oui, c'est pour je vais en arriver là. Voilà. Donc, cette question de bénévolat fait que ceux qui sont formés au niveau même des radios quittent les radios communautaires. Et c'est parce que, quelque part, l'animateur a travaillé toute la journée, il revient chez lui, m'invite, il n'y a rien. Et à la fin du mois, il n'y a rien. Donc ça fait partie aussi des difficultés. Il commence à chercher un travail puisque déjà ses capacités ont été renforcées en animation. Très facilement, les projets et les ONG les prennent. Là, c'est important parce que la personne a été au moins renforcée et elle est en train de contribuer au développement du pays. Voilà. Alors, M. Ali Husseini Santalma, on a vu ces difficultés, ces quelques difficultés citées par le secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires. Quel commentaire? Finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un déphasage. Une radio qui n'est pas appuyée par l'État du Niger, mais qui en plus est taxée d'une part et d'autre part voilà, qui vit dans des difficultés. Alors comme Moussa vous l'a dit, ils sont en train d'entamer une démarche à l'endroit donc de l'État du Niger par l'entremise du ministère de la Communication. Donc j'ose espérer que la démarche puisse être fructueuse et aboutir. Maintenant, pour revenir aux propositions de viabilité des radios communautaires, il y a un existant, c'est-à-dire il y a les radios qui existent et qui fonctionnent. Donc, ce serait bien que l'État procède à la réhabilitation des radios déjà qui existent. Et qui ont aujourd'hui des difficultés. Qui ont des difficultés du point de vue matériel, du point de vue de la formation, au moins les accompagner. On peut par exemple envoyer les jeunes gens qui sortent de l'IFTIG au titre du service civique national. Vous savez, c'est un service national. L'État peut mettre à la disposition de ces radios communautaires comme étant sa contribution. On peut envoyer ces jeunes journalistes nouvellement sortis de l'IFTIG parce qu'ils sont déjà payés par l'État. On peut les affecter dans les radios communautaires. Ils peuvent aller aider dans la production et aider peut-être même dans la formation, dans le renforcement de capacités. Voilà, ce serait une très bonne chose. Ce serait bien que l'État songe à trouver ou dans le fonds d'aide à la presse privée ou par un autre mécanisme puisse trouver un mécanisme qui peut soulager la sécheresse financière des radios communautaires. Alors, mais il faut dire aussi ces radios communautaires elles-mêmes ont des insuffisances. Par exemple, leurs comités de gestion ne sont pas toujours formés. Donc, il faut procéder à former ces comités de gestion. Et qui permettent de garantir une certaine transparence dans la gestion des fonds qui arrivent. Absolument. Et améliorer le contenu aussi. Améliorer le contenu de leur grille de programme. Parce que plus la grille est intéressante, davantage ça peut attire des partenaires. Ça peut faire venir ou des partenaires ou ça peut faire venir de la publicité. Alors, pour finir avec vous, nous sommes pratiquement à la fin, M. Moussa Hassan. Comment, à votre avis, on peut améliorer l'efficacité et permettre à ces radios d'être viables? Oui, le président vient de faire des propositions telles que l'accompagnement même de l'État en termes de formation et en termes de financiers aussi pour permettre à ces radios-là d'être viables. Nous avons fait des formations en gestion administrative et comptable, comme vous l'avez dit tout de suite au comité de gestion pour leur permettre de mieux faire. Mais il faut faire en sorte que ces radios-là, d'abord,
puisse être accompagné par l'État, mais aussi par les partenaires. Moi, je pense que le ministère de la Communication doit, comment dirais-je, aller vers ces partenaires-là et les amener à respecter un certain nombre de choses. On ne peut pas donner 36 000 et 210 000. Et vous avez vu les compagnies cette différence de traitement entre radio privée voilà, et radio communautaire. Voilà. Et aussi les compagnies de téléphonie, même à travers ARTB, peut faire quelque chose pour ces radios communautaires, pour qu'on ait un fonds de soutien pour ces radios communautaires-là. Vous voyez, par exemple, au Bénin, toutes les radios communautaires bénéficient de l'appui de l'État, à travers Haka. À la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais c'est seulement au Niger que ça se fait. Alors, vous avez dit que par rapport justement à ces financements, il y a un avant-projet de loi qui est en tout cas dans les circuits. L'objectif, c'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif, c'est est-ce que toutes ces préoccupations sont prises en compte justement? Voilà, sont prises en compte dans l'avant-projet de loi. Et tu sais, après, il faut aussi un décret d'application qui va définir un certain nombre de Mais d'abord l'adoption, parce que je ne pense même pas que c'est arrivé encore en Conseil des ministres. C'est pas arrivé en Conseil des ministres, mais nous le souhaitons quand même. C'est pas arrivé en Conseil des ministres, mais ça donne quand même le courage, parce que le fait que c'est déjà accepté au niveau du ministère de la Communication, c'est déjà un pas. Voilà. Alors, sur quoi vous concluez, messieurs, chers invités, sur les perspectives justement, M. Ali Hussein? Alors, moi, je trouve que la bonne perspective, c'est par là où termine Moussa, c'est le ministère de la Communication qui est la porte d'entrée donc, des textes au niveau du gouvernement, a pris ce texte des radios communautaires. Souhaitons que ce texte puisse aboutir. Soit adopté. Et une fois que ce texte est adopté, les radios communautaires pourront respirer. Ce sera un ballon d'oxygène. Mais il faut inscrire au mérite des radios communautaires leur audience. Ouais, vous êtes de la radio. Une radio qui émet et qui n'est pas écoutée, ce n'est pas une radio. Les radios communautaires, malgré toutes leurs difficultés, elles baignent dans un environnement où elles ont un taux d'audience extraordinaire. Si vous allez dans les communautés, tout le monde en tout cas, tout le monde écoute les radios communautaires. Alors donc, c'est pour cette raison, à cause de leur taux d'audience, que l'État se doit d'accompagner et d'aider les radios communautaires. Et aux partenaires aussi de respecter voilà. Aussi. Tout à fait. J'ai vu un exemple d'appui à une radio communautaire qui est une activité génératrice de revenus qui a été accompagnée par Voix de la Paix, telles que les locations de chaises, de bâches, pour permettre à la radio de générer des ressources et à pouvoir accompagner ceux qui travaillent sur cette radio communautaire. Merci à vous, et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait sur comment rendre viables et efficaces les radios communautaires au Niger. Nous avons vu avec nos invités qu'à ce jour au Niger, l'on compte 184 radios communautaires, dont environ 150 d'entre elles fonctionnent encore et qui rendent un service public aux communautés dont elles sont issues. Ces radios communautaires qui participent à la sensibilisation sur diverses thématiques, sur le développement rural, sur la santé et l'éducation. Mais ces radios vivent des difficultés, notamment de manque de matériel, des difficultés en termes de formation et de ressources financières surtout. La subvention de l'État étant quasiment absente au niveau de ces radios partenaires, de ces radios communautaires. Mais nos invités ont souhaité en tout cas la participation accrue du gouvernement dans la viabilité de ces radios communautaires, notamment en mettant à leur disposition des sources de financement conséquentes. Voilà, déjà dans les circuits, il y a un texte qui circule, qui a été initié par la coordination des radios communautaires, dont l'objectif justement c'est de permettre le financement pour ces radios communautaires. Merci à tous. Nous étions en compagnie de M. Ali Husseini Santalma, qui est conseiller technique du ministère de la Communication du Niger, et M. Moussa Hassan, qui est secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires. Je suis Alassane Kouzima Amadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la régie vidéo assurée par Adam Adawaki.